Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Cybèle, en fin de semaine, je suis arrivée vendredi soir, je suis repartie dimanche. J'ai passé toute la fin de semaine à Québec. Je salue tous les gens de Québec. J'étais là pour le Salon du livre de Québec. Et aussi, le mouvement laïque québécois m'avait invité samedi soir à faire une conférence sur la laïcité. Donc, je salue tous les gens qui, à Québec, sont venus me voir. Ou sont venus voir Richard, parce que Richard m'accompagnait, et sont venus nous dire à quel point ils adoraient Cube Radio. Ah oui. La quantité de gens... Bonjour Brigitte Lafleur. Excuse-moi, oui. Oui, mais non, t'es pas... Moi, je réagis. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on était là. Bonjour Brigitte. Fait que là, Bonjour. j'étais à Québec, ma belle Ben Brigitte. oui. Puis là, c'était rempli de gens qui nous disaient à quel point ils aimaient Cube Radio. Donc, je veux vraiment prendre la peine de vous remercier tout le monde. Des fois, les gens venaient en disant, ben là, je m'excuse, je veux pas vous déranger, tu sais, parce que c'était pas juste au Salon du livre, c'était pas juste au mouvement laïque québécois, mais dans la rue, on se promenait sur Saint-Jean, on était au restaurant, les gens venaient nous voir. Ah oui. Pas pour nous filmer puis nous écœurer. Bon. Non, les gens venaient nous voir et nous disaient à quel point ils aimaient Cube. Puis des fois, les gens viennent nous voir, Richard et moi, puis ils disent « Ah, je m'excuse, je veux pas vous déranger. » Ben, vous ça nous fait dérangez plaisir, jamais. tu sais. Quand Oui. c'est pour nous dire des affaires, genre, c'est quand c'est pour nous filmer sans notre consentement, peut-être un petit peu moins. Alors, je voulais saluer tout le monde. Alors, voilà. Oui, ben on vous lit puis on vous écrit aussi puis on sent que les gens s'attendent à ce qu'on les fasse interagir comme ça, puis c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes. Ils savent aussi qu'on est là pour les écouter. Donc textez-nous, réagissez à nos entrevues, 1-877-827-2346. Donc on est là, on vous lit, on vous écoute, puis on est bien content que vous aimiez ce qu'on fait pour vous. Absolument. Alors donc, vous l'avez entendu, vous avez entendu sa voix. C'est la charmante comédienne, animatrice, rénovatrice. Oui, Brigitte Lafleur. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte. Alors pour ceux ceux et celles qui nous écoutent évidemment à la radio, je veux juste préciser que je suis en bras de chemise aujourd'hui. J'ai sorti mon chandail. Attends 2 secondes. C'est hilarant que tu aies fait ça. Lève-toi debout qu'on le voit comme faux. Oui. Je pensais qu'il Regarde allait ça. tomber. Ah ben là, écoute, c'est sortez-moi d'ici Ouais, qui on le est voit. dans le studio. Bon, voilà. Bravo! Avoir su, je l'aurais mis moi Ben là, aussi. c'est ça. Il fallait y penser, puis tu n'y as pas pensé. Qu'est-ce que tu veux que je te c'est dise, ça, qu'est-ce Brigitte que tu veux? Lafleur? J'avais la tête ailleurs. Mais non, c'est pas grave. Mais c'est drôle parce qu'ils n'ont pas changé de chandail, finalement. Je pense qu'ils Non. avaient un stock de chandail rouge. Oui. Ils ont dit, on va l'utiliser pour l'année numéro 3. C'est pour Mais bien ça, vous voir dans Pour les forêts. économiser là. des sous. On peut dire une affaire, là. Quoi? Ils ont fait exprès de prendre un chandail en tissu qui respire pas, hein. Tu sais, quand t'es dans la jungle, là, ils auraient pu prendre un chandail Ils en sont pas coton. améliorés pour ils ont cette pas, année. ils ont pas, non, ils ont pas fait ça. On dirait qu'ils veulent qu'on soit désagréable, qu'on pue. Ils veulent, peut-être. tu sais, peut-être, tu sais, Ils qu'ils mettent à bout. bille. C'est très drôle parce que donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ceux qui ne feraient pas partie du 1,7 million sûrement de gens qui vous ont écouté hier soir, tu fais partie de l'équipe numéro 3 de Oui. Sortez-moi d'ici. C'est toujours au Panama et c'est toujours aussi épeurant et formidable. Absolument. Qu'est-ce que tu as pensé de façon... Je sais que tu peux pas tout nous raconter Non, parce bien qu'évidemment, tu peux pas nous révéler que c'est toi qui as remporté cette année. Oh, mon Dieu, je viens de m'échapper. Mais non, ce que je veux dire, je ne sais pas pantoute qui gagne. Ben non, je sais. Tu peux pas nous en dire beaucoup, mais tu peux nous parler de ce qu'on a vu hier Oui, à la télé. certainement. Donc, on te voit traverser au 53e étage. Chose qui nous unit. Chose qui nous unit, mais au-delà de ça, as-tu vraiment... C'est comme tu la pire affaire que tu as vécue dans ta vie jusqu'ici. Ah, oui, oui, certainement. Je veux dire, faut voir si on ferait ça. Est-ce que t'as le vertige, j'imagine, hein? Si t'ont fait faire ça, là, c'est totalement. que t'as Moi, le tu vertige. me demandes de Bon. monter sur la chaise, puis j'ai le Exact. goût de mourir. Moi, tu sais, j'ai du mal à approcher une fenêtre, là, tu sais, dès qu'on À est ce au 2e point-là. étage, tu sais, Ouais. il faut pas que je... fait que j'ai vraiment le vertige. Fait que oui, tu sais, c'est clairement l'affaire la plus
absurde, à la limite, là. 53 étages. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer. Puis on dirait que la télé rend pas la hauteur quand t'es là, sur place, avec le vent, avec les oiseaux. Il y avait des oiseaux de proie au-dessus de nos têtes. C'était absurde. Ils attendaient leur lunch. T'es sûr que c'était pas un drone? Ah, il y avait des drones aussi. Il y avait des drones. Oui, mais il y avait... Elle l'a pris pour un oiseau de proie. Elle était tellement dans son monde. Elle a tout mélangé. Non, mais c'est vraiment épeurant. Je le sais, tu l'as vécu. Puis j'ai beaucoup pensé à toi. C'est drôle parce que, tu sais, t'étais la seule fille l'année dernière à traverser le fil de fer. Là, vous étiez 2. Puis t'avais répondu quelque chose qui m'avait marqué. C'est que t'avais dit que c'était ton garçon qui t'avait poussé à y aller, tu sais. Et c'est la même chose qui est arrivée avec moi, en fait. C'est que, sincèrement, là, avant d'embarquer là-dessus, en arrivant au 53e étage, puis en voyant, je savais pas comment j'allais faire. Et ça empirait tout le temps, tu sais. Dès que, je sais pas pour toi, mais mettons, il fallait descendre une genre de plateforme en bois pour se rendre. Ah non, c'est le pire moment. C'est le pire moment. Est-ce qu'on a les images? On va les regarder en visuel, évidemment. On a un petit extrait juste pour te faire revivre l'horreur de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, on l'a pas tout de suite, l'extrait. Bon, ben écoute, on va vous le raconter, ça va faire pareil. Ça va être, mais vous le montrerez après parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Mais ce qui est effrayant, c'est le début, là, c'est de réussir à mettre un pied devant l'autre. Puis quand tu avais parlé de ton enfant, tu sais, moi, c'est un peu pour ça que je m'en allais là, tu comprends? J'ai envie que mon enfant voit... Donc, c'est de ma faute si t'as dit oui à cette émission de folie-là. Ah, maudite du rocher. Mais je m'étais... En fait, j'ai dit oui parce que ma fille, je trouve qu'elle a besoin de se faire brasser le canadien des fois, tu sais. Elle aime bien gros son confort. Attends, mon Dieu. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Marcel qui vous a écouté, qui nous dit « Bravo, Brigitte, d'avoir couru à certains moments. » Oui, donc là, tu cours. Oui, mais c'est comme la survie. C'est que tu te dis, je pourrais... C'est donc bien loin encore. Sincèrement, c'est comme une façon... Oui, un peu là, probablement. Avec les mains dans les airs, la bouche ouverte. Ah! On dirait comme un manège. Hey, c'est comme c'est épouvantable. Mais moi, ça a l'air haut, c'est vrai que c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que exactement comme quand nous on l'avait fait avec Philippe Laprise et Sébastien Toutan, c'est que c'est la raison pour laquelle on y arrive. Les gens se rendent pas compte, c'est la solide. Oh mon Dieu, t'as l'air émue, ma belle. Ben oui, c'est ça. Moi, quand je revois ça, c'est comme si je le revis là. Tu sais. Ben oui. Moi, je te regardais hier puis je pleurais parce que c'était émouvant, mais aussi parce que je revivais. Mais oui, je revivais. Puis je dis à Richard, j'ai dit, j'ai l'impression de re-être là. Oui. C'est un traumatisme épouvantable. Mais tu sais, vous êtes tellement qu'on est de moins en moins chic. On est déjà pas chic, puis là, ça va juste empirer. Puis vous allez puer. C'était écœurant. C'était écœurant. Mais je veux qu'on revienne sur le mot que tu as prononcé tout à l'heure quand on en a parlé ensemble avec Stéphanie Villeneuve. Tu as dit aussi le mot fierté, quand on y arrive. Oui. Et ça, je trouve que pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est une leçon quand même extraordinaire. Oui. Vous allez vivre des fois dans votre vie les pires saloperies. Complètement. Et puis, on s'en sort. On s'en sort. Puis quand on s'en sort, effectivement, c'est une sensation incroyable de fierté. Puis on dirait que moi, en tout cas, ça m'a donné envie de continuer. Tu sais, j'ai eu peur là d'être dans cette émission-là, dans ce show-là. Tu sais, la veille puis la semaine d'avant, je dormais pas bien, je faisais des cauchemars, je rêvais que je m'entendais pas bien avec les autres amis qui étaient là, je rêvais au serpent. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, on entend Gino puis Nadé qui m'encouragent puis tout ça. Ça, c'est beau, ça. C'est malade. Puis là, tu réussis à la fin, puis tu t'es vraiment dépassé. Puis j'étais fière pour ma fille qui allait voir ça. Et là, ça prend tout son sens. Puis après ça, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis dit, je suis capable de tout faire. Après Exactement. ça, oui, hein, puis, sais-tu quoi? Moi, il m'est arrivé, évidemment, ça s'est arrivé, ça a été diffusé en 2024, donc on l'a fait en 2023. Et depuis ce moment-là, j'ai traversé des moments difficiles. Ma mère est décédée, tout ça. Enfin, bref, je rentrerai pas dans les détails, puis sinon je vais me remettre à brailler. Je comprends. Mais à chaque fois que j'ai eu des moments difficiles depuis, je me reprends en main, je me dis, coudonc du duche, là, ça a été capable de faire ça au 53e étage.
tout le reste, c'est de la petite bière. Formidable. Ouais. Ouais. Mais moi aussi, ça m'a resservi. Tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on est Ben revenu, oui, là, mais ben ça oui. m'a déjà resservi pour d'autres affaires, pour des affaires inconfortables, j'ai plus envie d'aventure, en fait. Ah. Oui, vraiment. Fascinant. Oui, puis parce que on dirait que j'étais même pas au courant que j'aimais ça, me mettre en danger ou relever des défis. On dirait Ben, que c'est ça parce qu'on faisait a des tellement petites longtemps. vies tranquilles. Ben oui. Puis là, on s'en va, tu sais, comme Gino, là, il y a eu quand Hey, même... quand même. Mais là, on s'en va se pitcher au 53e étage. Je suis excessivement jalouse parce que nous, quand on l'a fait, notre année, on n'avait pas de bouchon d'oreille. Puis on était pognés avec Dave Morissette qui ronfle comme un trucker. Et Phil Laprise qui, c'est comme Dave Morissette au carré. Et en plus, Rosalie Vaillancourt et Phil Laprise aimaient rien de mieux en pleine nuit à 3h du matin. Que de rire ensemble. Ben, ils pensaient qu'ils étaient au bordel, comprends-tu, en train de pratiquer à nouveau. Fait qu'ils faisaient des blagues à 3h du matin. Ça m'étonne pas. Alors, le fait que vous ayez des bouchons d'oreilles cette année, je trouve ça vraiment injuste. Oui, j'avoue. Mais moi, genre, c'était une des raisons. En fait, tu sais, je pense que c'est la première chose que j'ai demandé quand ils m'ont appelé. On va-tu Je vais dormir? avoir des bouchons d'oreilles. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps pour Ah parler oui? d'empathie. Oui, OK. C'est vraiment absolument fascinant. Tu joues le rôle de quelqu'un qui est vraiment en crise psychotique dans cette série-là de Florence Lompré, disponible sur Crave. Et à un moment donné, je veux pas vendre le punch pour ceux qui l'ont pas vu, mais à un moment donné, t'es dans une vanne et tu cries « Sortez-moi d'ici ». C'est la première chose que je dis. C'est ça. Sortez-moi d'ici! Mais c'est quoi le hasard? Ah, c'est quoi le hasard? Puis, tu sais, je veux dire, j'ai tourné ça à quelques mois d'intervalle, mais je savais même pas que j'allais sortir moi d'ici encore à ce moment-là. Mais mon personnage ouvre. Oui, ça commence avec ça. C'est drôle quand même, hein? Mais veux-tu un autre hasard? Donc, tu joues le rôle de quelqu'un qui est en crise psychotique dans un institut psychiatrique qui est aussi une prison. Oui, comme Pinel. Inspiré de Pinel. Et plus tard dans l'émission, je vais parler à Crystal Miller, dont le frère est décédé à Pinel alors qu'il était justement en crise Incroyable, psychotique. mais sincèrement. Donc, tout est dans tout aujourd'hui. Tout est dans Brigitte, tout. je t'embrasse. T'es ma sœur de 53e étage. On venir te voir. continue. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Puis merci d'avoir fait partie des 22 000 émissions de rénovation par des vedettes au Québec. Je suis contente que tu maintiennes ça. la sent qu'elle va l'écouter tradition. la prochaine. Merci beaucoup, Brigitte Lafleur. Donc, sortez-moi d'ici, c'est tous les dimanches. Tu es à 7h30, je pense que oui. Hein? Oui, 7h30. Exact. Voilà, merci. Hey, bye, là, Bye. c'est le fun. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, en fin de semaine, j'ai eu un coup de foudre complet parce que j'ai lu le livre de Ravi Par, Coder son destin, et j'ai eu un coup de foudre pour Ravi parce que je vous raconte en 30 secondes son histoire. Ses parents sont des réfugiés cambodgiens. Elle est née ici, au Québec, en plein milieu d'une tempête de neige, et elle a gravi très rapidement tous les échelons dans le domaine des mathématiques, de l'intelligence artificielle. C'est maintenant une leader dans son domaine. En plus, elle fait de la philanthropie. En plus, elle a créé une OSBL. En plus, elle fait du bénévolat dans plein de domaines. En plus, elle siège sur le CA de plein d'entreprises plus prestigieuses les unes que les autres. Je me sens comme une minable à côté de Ravi Par. Bonjour, Ravi Par. Bonjour, Sophie. Merci de me recevoir aucunement. J'ai entendu que tu étais une des plus grandes influenceuses au Québec. Oh boy! Pas tout le monde qui serait d'accord avec ça. Mais votre discours, Ravi Par, est tellement intéressant que plein de gens vous ont dit à un moment de votre vie, tu devrais raconter dans ton livre. Mais c'est pas un livre où vous vous lancez des fleurs, où vous dites, regardez comme je suis formidable, que j'ai fait ça vite. Au contraire, c'est vraiment de dire, si moi j'ai réussi, je veux inspirer d'autres gens à réussir, d'autant plus que vous êtes une femme, membre d'une minorité visible, issue d'un milieu défavorisé. Donc, c'est quoi votre secret? Pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, comment vous arrivez, malgré ces trois éléments-là, à réussir dans un domaine, les technologies de l'information, qui sont plutôt masculines, plutôt blanches et plutôt riches? Je dirais que c'est vraiment les valeurs que mes parents m'ont partagées et c'est des valeurs qui se retrouvent aussi au sein de la communauté québécoise. C'est-à-dire, c'est quoi le plus important à la fin de la journée?
Donc, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'entraide, c'est une histoire comment est-ce qu'on fait pour aider le prochain. Donc, je vous dirais que ça a toujours été ma sauce secrète. Est-ce que tu es passionné dans quelque chose? Oui, vas-y, fonce. C'est normal d'échouer, c'est normal de tomber, ça fait partie du processus. Et ça arrive parfois que lorsqu'on tombe, on n'a pas toujours envie de se relever parce que des fois, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça nous tient. C'est quelque chose d'important à notre cœur. Donc, on se dit, bon, ben si j'échoue, peut-être que je suis pas bonne là-dedans. Mais moi, c'est plutôt, tu sais quoi? OK, on se relève j'échoue. les manches. On se relève les manches. Il y a d'autres chemins alternatifs. Mais c'est fascinant parce que vous racontez dans le livre, donc, vers 7 ans, donc, enfin, vous commencez l'école et vous parlez pas du tout français parce que vos parents travaillent très fort. Vous êtes élevés, beaucoup avec des oncles et des tantes qui sont pas vraiment des oncles et des tantes, mais peu importe. Donc, en cambodgien. Et là, vous parlez mieux le langage des mathématiques que le français. C'est quand même assez fascinant. Oui, moi, j'ai grandi dans des blocs en Basse-Ville, à Saint-Sauveur, à Québec. Et puis, c'était vraiment se faire regarder par la diaspora. Mais aussi, j'avais des voisins, des Québécois, et puis je me suis fait garder par eux autres. J'ai appris la culture québécoise à travers la nourriture, les patates pilées, la musique québécoise aussi. Dans ma tête, lorsque j'étais enfant, Pleure dans la pluie de Mario Pelcha, c'était une chanson qui était heureuse. Mais je comprenais pas les larmes paroles. dans la pluie. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est avec le temps que j'ai appris, mais c'est vraiment par mimétisme à l'école, à la maternelle que j'ai appris. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, tu sais quoi, il faudrait que Ravi aille voir l'orthopédagogue parce qu'on sent on voit qu'elle copie présentement. Et puis, finalement, c'était pas un retard d'apprentissage, c'était vraiment juste, je ne comprenais pas encore la langue. Mais c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes un exemple de réussite. Je le disais tout à l'heure, vous êtes membre de CA de plein d'entreprises, d'organismes. Donc, votre connaissance du français est absolument exceptionnelle. Et en même temps, en lisant le livre, on se rend compte que tout ce que vous analysez, vous l'analysez comme une spécialiste des données. Tout est un data et vous faites même des équations pour le succès. Tout passe à travers un algorithme. On a l'impression que dans votre tête, c'est comme un ordinateur qui fonctionne tout le temps. Je crois que le livre de la vie est écrit en mathématiques, mais je sais que plusieurs personnes vont pas être d'accord. Mais oui, c'est beaucoup en base de données. C'est très matriciel. J'adore les bases de données, que ça soit dans différents fichiers, différents formats, Excel, JSON, etc. Mais c'est de cette manière-là que j'intègre l'information. Et puis, bien sûr, je suis un humain, donc c'est limitatif qu'est-ce que je suis capable de faire et d'ingérer de l'information. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup des équations, de la programmation. Dans le livre aussi, j'en parlais que j'ai commencé à programmer à un jeune âge parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et même maintenant, pour être capable d'analyser l'information rapidement, c'est une des façons que j'utilise vraiment avec la science de données, avec la valorisation des données pour prendre des décisions plus rapidement. Alors, je vous ai dit, quand je vous ai accueilli, qu'il y avait 2 passages dans votre livre qui m'ont particulièrement touchée. Puis, je vous ai dit, peut-être que vous allez réussir à deviner. Vous n'avez pas deviné. Alors, il y a un passage où vous parlez du courage. Vous dites, quand je parle de mon parcours, on me dit souvent que je suis courageuse. Sur mon échelle à moi, le courage, c'est fuir un génocide comme l'ont fait mes parents. Sont vraiment des résilients, vos parents. C'est une histoire de vie absolument incroyable. Et c'est vrai que survivre à un génocide, refaire sa vie dans un autre pays, commencer au bas de l'échelle, ça, c'est du vrai courage. Pour moi, c'est du courage parce que je me dis, si c'est une échelle de 1 à 10, puis j'en parle aussi, mon échelle d'émotion et de courage de 1 à 10, ben moi, je me trouve en bas de 5. Mes parents sont à 10. Ils ont traversé un pays à pied du Cambodge en Thaïlande, dans la jungle, rempli de mines antipersonnelles en à peu près 1 an. Ils sont restés dans des camps de réfugiés pendant presque 3 ans. Et puis, ils ont tellement cette résilience-là face à la vie, les choses qui sont importantes. Mes parents, c'est pas le prestige, c'est pas le rayonnement. Une petite anecdote, même lorsque j'avais gagné la médaille pour les bénévoles de la gouverneure générale du Canada, ils m'ont dit, ça, là, ce bout de métal-là, est-ce que ça va te donner des vacances? Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que tu peux, entre parenthèses, le vendre? Qu'est-ce que ça t'amène alors? C'est très drôle. Puis c'est marrant parce qu'à un moment donné, vos parents, évidemment, ont cette mentalité aussi asiatique et aussi de gens qui refont leur vie. Il faut rien gaspiller. À un moment donné, ils vous mettent une pomme dans votre boîte à lunch, vous la mangez pas, vous vous faites chier
ricané par votre père. C'est vraiment extrêmement inspirant. Donc, Cybèle, tu voulais... J'avais une question qui est exactement là où vous alliez présentement. Étant donné que vos parents sont arrivés ici pour s'en sortir, puis vous, en espérant vous donner une vie meilleure aussi, c'est quoi la pression que vous avez en lien avec ça? Parce que, là, vous avez parlé de vos valeurs, comment ça allait bien, mais est-ce que c'est lourd à porter comme futur à transposer maintenant? À l'âge de 9 ans, mes parents m'avaient dit que ça allait être moi qui allait s'occuper de la famille. J'ai absolument rien compris. Puis je me suis dit, j'ai une grande sœur. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est aussi de se dire que mes parents, ils m'ont dit, regarde, on veut pas que tu aies cette souffrance qu'on a vécue là. Voilà. Donc, on veut juste que tu aies une vie meilleure, que tu travailles pas 7 jours sur 7 et que tu sois en santé parce que dans un temps de génocide, le plus important, c'est vraiment la santé. Donc, quand ils voient comment je travaille et comment je fais du bénévolat, il y a des gros points d'interrogation sur leur visage, mais ils disent, écoute, si elle est contente, c'est ça l'important parce que je me considère extrêmement privilégiée d'avoir eu accès à l'éducation, même si j'ai été à l'école publique, et extrêmement privilégiée parce que ici, au Québec, j'ai des choix. Ah, mais ça, j'adore ça. Et vous êtes vraiment un symbole de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Vous écrivez un livre, vous êtes fille d'immigrants, de réfugiés cambodgiens. La préface de votre livre est écrite par Joanne Liu. Je trouve, moi, c'est le Québec que j'aime. C'est le Québec intégré, intégrant, bienveillant, ouvert. J'adore votre histoire. On va quand même parler d'intelligence artificielle parce que c'est au cœur de votre vie, c'est au cœur de votre passion. C'est là-dedans que vous travaillez aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes maintenant associé en intelligence artificielle dans un gros cabinet, une grande entreprise ici au Québec, chez Deloitte, en fait, on peut le dire. Oui. Vous avez vraiment comme passion de démystifier l'intelligence artificielle. Vous dites à un moment donné, en entrevue au magazine Les Affaires, l'intelligence artificielle, c'est comme un marteau. Oui. Pourquoi? C'est comme un marteau? Avec un marteau, on est capable de construire une maison, une architecture, etc. Mais avec un marteau, je peux me faire mal et je peux faire mal aux autres. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une méthodologie scientifique et une technologie qui est extrêmement puissante. Alors, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, on peut l'utiliser au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, l'éducation. Mais lorsqu'elle est mal utilisée, je crois que ça peut être un effet aussi qui est dévastateur. Donc, d'ailleurs, vous avez co-signé, à un moment donné, il y a quelques années, Yoshua Bengio, qu'on connaît bien, évidemment, aussi. Vous faites partie des gens qui avaient signé cette lettre en disant, attention, il y a aussi des dangers à l'intelligence artificielle. En même temps, dans votre livre, il y a vraiment un plaidoyer où on comprend à quel point, à tous les niveaux, dans le domaine de la santé, dans le domaine des entreprises, quand on met facteur humain plus intelligence artificielle, c'est 1 + 1 = 3. Oui, parce que en fait, on l'utilise énormément et le but, c'est vraiment de sauver du temps. On sauve en efficacité, en efficience. Et il y a des tâches sur lesquelles, exemple, vous et moi, on peut se dire, peut-être que rédiger, mettons, une phrase très, très, très sensible, je peux peut-être aller voir comment l'IA générative peut l'optimiser, puis considérer certains éléments de la phrase sans copier-coller mot pour mot. Donc, je crois que ça peut vraiment aider. C'est comment les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent beaucoup au niveau de leur vie personnelle. Donc, on a 69%, selon les statistiques qui ont été partagées à l'événement public numérique le 18 mars passé. Les gens l'utilisent beaucoup plus au niveau de leur vie personnelle qu'au travail. Donc, c'est important dans un milieu comme le travail, avec un impact sur la société, sur les citoyens, d'encadrer l'intelligence artificielle. Vous dites même dans le livre, il faudrait une loi. Il y a présentement un projet de loi, le projet de loi C-27, et c'est pour ça que j'avais signé aussi en 2022 avec Yoshua Bengio et Valérie Pisano et j'en passe. Mais c'est vraiment pour accélérer le processus et de dire, il faut encadrer. Donc, qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi face aux algorithmes dotés en intelligence artificielle? Mais moi, j'avais une petite question pour toi, Sophie. Ah, ben oui. Comment tu utilises l'intelligence artificielle? Je l'utilise. Enfin, je sais, c'est un piège que vous me tendez. Non, parce que c'est là, pas un piège. l'animatrice va répondre. Non, je vais répondre jamais. Puis là, vous allez me dire, non, Sophie, à chaque fois, tu utilises ton cellulaire pour faire ci, pour faire ça. Tu l'utilises, c'est ça?
Oui, Oui. mais l'IA générative, est-ce que tu l'utilises? Ben moi, j'ai fait faire ma figurine avec Starter Pack, là, Oui, oui. avec la petite figurine. Puis dans le fond, je me rends compte que c'est une bêtise, parce que là, ChatGPT sait c'est quoi ma face. Oui. Puis elle sait que je suis pour l'indépendance du Québec, fait que je suis faite. Oui, t'as donné de Eh l'information oui. de façon On devrait gratuite. jamais ça. Eh ben, il faut lire les termes et les conditions d'utilisation. Jamais fait ça. Mais j'avoue que lorsque j'utilise certaines plateformes, moi, je suis pas avocate. Alors, ça devient compliqué On pour peut se certains faire éléments. avoir. Exactement. Donc, faut le vulgariser. Mais il nous reste 1 minute. Dans votre livre, vous dites aussi, Ravi, que il faut que les entreprises québécoises intègrent la bonne intelligence artificielle, parce que sinon, dans d'autres pays, d'autres entreprises qui, elles, l'ont déjà intégrée et profitent de ses bienfaits, vont nous dépasser. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir. Il faut arrêter d'avoir peur aussi de l'intelligence artificielle. Oui, parce que présentement, je dirais que c'est beaucoup la démystification. À quoi ça sert l'intelligence artificielle? Donc, autre le fait, comme on sait, l'utilisation de l'IA générative, comme des Gemini et des ChatGPT de ce monde, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au niveau des organisations? Comment est-ce qu'au Québec et au Canada, on peut rester compétitif? Parce que l'IA, elle est là pour rester et elle est là pour s'accélérer. Donc, tout le monde est en train de l'intégrer pour être capable d'analyser et de générer de l'information beaucoup plus rapidement. Je vous fais une promesse, Ravi. À partir de maintenant, à chaque fois que je vais avoir besoin de quelqu'un pour se prononcer sur un dossier qui a à voir de près ou de loin avec l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, au lieu d'utiliser un monsieur blanc de plus de... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va me faire extrêmement plaisir de faire appel à vous parce que vous êtes extrêmement compétente et que vous êtes une super bonne communicatrice. Je pense que si la petite Ravi de 7 ans pouvait voir à quoi ressemble la Ravi de 35 ans, je pense qu'elle serait extrêmement fière. Je crois qu'elle aurait de la misère à le croire. Voilà. Merci beaucoup, Ravi Porte. Je rappelle que votre livre est publié aux éditions K.O. Et c'est Coder son destin. C'est vraiment un très bon titre. Et je me demandais quelle couleur vous alliez porter aujourd'hui. Le jaune vous va à ravir. Juste pour vous. Ah, ben ça, c'est gentil. Merci. Merci. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc, nos collègues de la presse ont fait tout un dossier ce matin sur un patient de l'hôpital Pinel qui est décédé. Et sa sœur, donc, s'insurge contre le fait que pendant 15 mois, il n'a jamais eu l'occasion de sortir et de respirer l'air pur à l'extérieur des murs de l'Institut Pinel. Sa sœur, c'est Cristal Miller, qu'on connaît depuis plusieurs années. Cristal, bonjour. Bonjour. On s'est croisés à plusieurs reprises au fil des ans, Cristal, mais aujourd'hui, c'est pour une raison beaucoup plus triste et beaucoup plus... c'est par indignation aujourd'hui que vous avez choisi de parler au journal La Presse. Racontez-nous ce qui est arrivé à votre frère, Marc Miller. Ben en fait, mon frère a été interné en 2019 et au début, j'ai fait confiance à l'Institut parce que c'est quand même l'expertise là, au Québec. Puis plus le temps avançait pendant la pandémie, je réalisais que mon frère était beaucoup en contention, toujours attaché lors de ses sorties de chambre. Il n'en avait pas beaucoup et on le sortait pas dehors. Puis je me disais c'est quoi la raison, pourquoi on le sort pas dehors? Et il m'expliquait qu'il était agressif, impulsif. Et je me questionnais beaucoup parce que j'avais des visites mensuelles avec mon frère, puis on avait des appels quotidiennement, puis j'ai jamais été témoin d'aucune agressivité. Donc c'est sûr que c'est venu m'interpeller, puis je me suis dit qu'il y avait probablement une autre alternative pour ce type de profil, de les auto-responsabiliser, créer une relation plus de partenariat avec l'équipe qu'une relation plutôt patriarcale. Donc, ça a été dur pour les proches.
Vous racontez aussi dans cette entrevue avec la presse que quand vous alliez à Pinel, vous rencontriez bien sûr des membres du personnel, d'autres psychiatres, et que beaucoup de gens s'inquiétaient ou s'étonnaient en tout cas de voir que votre frère était constamment en contention, donc attaché, menotté, et que en plus il était très 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 médicamenté. Donc ces deux éléments-là vous inquiétaient énormément. Oui, ben en fait, il y a 2 points. Le premier, c'est que mon frère avait une schizophrénie qui était réfractaire, donc personne ne trouvait la bonne molécule pour le soigner. Et aussi, par le fait même, l'équipe médicale nous disait ils auraient aimé le sortir dehors, mais c'était trop dangereux. Et encore une fois, je me questionnais comment se fait-il qu'il est capable de se déplacer pour la visite avec ses proches, mais que l'Institut n'est pas en mesure de trouver une façon de le sortir dehors. Moi, je trouve que c'est une demande de base, là. C'est comme manger, évacuer. Alors oui, ça m'a beaucoup interpellée. Puis évidemment, son décès, ben pour moi, ça a été vraiment, ça a été percutant, un bouleversement dans ma vie. Puis je me suis dit que je voulais vraiment prendre ça comme une mission un peu, puis essayer de changer même les perceptions par rapport à la schizophrénie. Donc, votre frère est décédé. Il y a eu un rapport du coroner. Donc, on a compris que c'était une interaction entre les différents médicaments que prenait votre frère. On l'a dit plus tôt, il en prenait beaucoup. Donc, une interaction entre ces différents médicaments qui ont fait en sorte qu'il est décédé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment à l'Institut Pinel pour que votre frère soit encore avec nous aujourd'hui? Ben moi, je pense, Sophie, qu'avec du regard un peu, puis de refléter tout ça, je pense que ça part même de l'enfance. Je pense que mon frère a eu son diagnostic quand il avait 16 ans. Il s'est toujours senti incompris, beaucoup de stigmatisation, même pour moi, qui est un proche. J'arrivais pas à comprendre la situation. D'ailleurs, je dis souvent, moi, la schizophrénie n'est pas arrivée dans ma vie, je suis née dans elle. Ma mère était atteinte de schizophrénie et mon frère, c'est héréditaire, l'a eu. Et même pour un proche, on n'est pas assez bien informé, je trouve, même dans les écoles, tout ça. Et plus on va éduquer les gens, moins ce qu'il y aura de stigmatisation et plus on va pouvoir aller vers un rétablissement que de l'isolement. Donc, si on veut revenir à Pinel, maintenant, on peut pas retourner dans le passé, mais je pense que c'est voir avant tout la personne. Puis quand les gens sont dans un hôpital comme ça, c'est sûr qu'ils arrivent, ils sont mal en point, mais je pense que avec le profil de mon frère, moi, ce que j'aurais fait si je travaillais là-bas, parce que maintenant, je suis parent de famille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, je pense que les plans d'intervention, ils doivent être vraiment uniques pour chacun. Tu sais, quand on voit que ça marche pas, puis que la personne est contentionnée, puis elle reste dans sa chambre, puis en même temps, faut pas oublier, le pauvre, il est en psychose. Donc ça aussi, c'est comme 2 combats en même temps. C'est un combat de prison physique et c'est un combat de prison mentale. Alors, je pense qu'ils auraient pu faire comment je pourrais dire ça, une relation thérapeutique avec lui, de le sortir tout seul dans la cour, de l'emmener au gym. C'est sûr que d'être dans une chambre ou contentionné sur une chaise fixe, ça donne pas occasion de se défouler. Puis vous savez comme moi qu'on a traversé une pandémie, puis il y a des gens qui qui font des dépressions saisonnières. Donc, je pense que tous les attributs puis les éléments n'étaient pas là pour que mon frère réussissent à avoir un rétablissement, puis aussi d'inclure les proches, les membres de la famille, faire un pont entre l'équipe traitante et la famille, parce que moi, je considère qu'on a été un peu mis à l'écart. Et mon frère, on n'a jamais été témoin d'agressivité, dans aucune visite, dans aucun coup de téléphone, donc je suis persuadée qu'ils auraient pu développer quelque chose avec lui. C'est extrêmement important ce que vous dites, Cristal, et on sent que vous avez pas de la rancœur envers l'Institut Pinel, mais que c'est beaucoup plus, c'est vraiment ce que je sens dans votre témoignage, c'est beaucoup plus de dire, ben écoutez, il est arrivé ce qui est arrivé avec mon frère, est-ce qu'on peut s'arranger qu'à l'avenir, pour les patients qui sont là en ce moment, et pour les patients
à venir, est-ce qu'on peut s'assurer peut-être d'avoir un petit peu plus d'humanité? En même temps, je veux revenir aussi sur ce que vous nous avez dit un peu plus tôt. Vous avez dit que maintenant, vous êtes père aidante, donc père P-A-I-R-E. C'est pas la même chose que proche aidante, c'est que vous venez en aide à des familles qui, elles, ont des proches qui sont qui atteints de schizophrénie. Donc, comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider, justement? Ben, en fait, on est complémentaires à l'équipe traitante, donc on n'est pas des intervenants. Mais vous savez comme moi, Sophie, que quand on vit quelque chose de difficile, quand on retrouve un autre qui a vécu la même expérience que nous, on se sent très bien compris très rapidement. Donc, moi, j'accompagne ces familles-là en les soutenant, mais vraiment en partageant aussi mon vécu expérientiel parce que je sais exactement la gamme d'émotions qu'ils peuvent traverser. J'ai tout vécu avec mon frère. Donc, je pense que ça peut être un grand bien pour ces personnes-là. Et je suis menée aussi, évidemment, à participer. Bientôt, j'animerai au CHUM un événement, justement, pour des soins plus sécuritaires. Donc, tu sais, il y a de l'avancement, mais tu sais, si on regarde comparé en Europe, en Angleterre, il n'y a plus de chambre d'isolement. C'est interdit. Voilà. Non, mais ça n'existe pas. Exactement. Donc, moi, j'ai un beau sourire, là. Je l'ai vécu, mon deuil, puis j'ai de l'émotion, mais je crois en notre société, puis je crois que de parler, puis de sensibiliser les gens et de pas oublier que derrière cette maladie-là, il y a une personne. Donc, de pas juste penser aux symptômes, puis de toujours se dire, si nous, on a peur de ces gens-là, ben, imaginez eux comment ils ont peur de ce qu'ils vivent, ils ont des émotions. Puis c'est aussi très important, je dois le mentionner, que 90% des gens qui ont un trouble de santé mentale grave seront jamais auteurs de violence. C'est vraiment les médias, quand il arrive un cas, c'est isolé. Donc, on va en parler, mais la schizophrénie, elle arrive jamais comme positivement. On voit jamais quelqu'un qui a un rétablissement, pourtant, il y en a. Mais vous avez tout à fait raison, et on a eu même le cas récemment, ce jeune homme là, ce jeune cinéaste qui a tué sa mère. Je pense qu'il qu'il est schizophrène. Oui, hein, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, les médias, on va parler, évidemment, quand il y a un décès ou quand ça mène à un crime, mais on a aussi un rôle à jouer. Je vous entends tout à fait quand vous dites ça, à parler des histoires de schizophrénie qui sont soignées, qui sont traitées et qui finissent bien, ou enfin, où la personne se rétablit. C'est quoi le plus gros mythe qu'on a dans notre société à propos des schizophrènes? Ben, je pense encore qu'ils sont dangereux par rapport à la violence. Tu sais, je vais vous donner un exemple, là, Sophie. Si, entre nous, il y a quelqu'un qui commet un crime irréparable, on va pas se dire, tout le monde est comme ça. Tout le monde est capable. Puis j'ai remarqué que dès qu'on parle de quelqu'un qui est atteint de schizophrénie puis il y a un crime, alors tout le monde est un peu aux aguets. Mais en même temps, tu sais, moi, je dois avouer, c'est vrai, c'est pas une maladie qui attire la compassion. C'est pas une maladie aimable parce que les gens ils ont peur de cette maladie-là. Donc, moi, c'est vraiment la mission que je me suis donnée de démystifier ça parce que ma mère, moi, j'ai jamais eu peur de mon frère, vraiment. Et je le sais que ce qui lui est arrivé, ça a nourri l'agressivité dans lui. Et honnêtement, je veux jamais justifier la violence, mais je la comprends. Je comprends de où elle est venue. Donc, c'est sûr que cette histoire-là, ça me fait réfléchir, puis j'ai envie de faire du beau avec ça, vraiment. Mais j'ai été en colère, j'ai eu de la peine, j'ai traversé toutes sortes d'émotions, mais je me sens à la bonne place. Et d'ailleurs, en fait, j'aurais dû commencer cette entrevue, et excusez-moi de ne pas l'avoir fait, en vous offrant mes condoléances à la suite du décès de votre frère. Je suis désolée, Christelle, j'aurais dû commencer par ça. Écoutez, merci beaucoup de témoigner et de rendre hommage ainsi à votre frère, Marc Miller. Et merci de tout le travail que vous faites aussi comme père aidante pour les familles de personnes schizophrènes, à la Société québécoise de la schizophrénie. Vous avez raison, il y a beaucoup de mythes. Je pense pas qu'il va y avoir demain matin un téléthon pour la schizophrénie. C'est pas une maladie. Et pourtant, tant de gens en souffrent et il faut en prendre soin. Merci beaucoup, Christelle Miller, votre témoignage aujourd'hui. Merci, Christelle. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Pour vivre bien, pour vivre mieux, il y a toujours les bons conseils d'Isabelle Huot. Bonjour Isabelle. Allô Sophie.
Docteur en nutrition, Isabelle. Ben Écoute, temps-ci, on parle beaucoup de régime parce que Weight Watchers est dans l'eau chaude, hein? Vraiment pas loin de la faillite, jadis si populaire. Puis c'est drôle parce que Weight Watcher est devenu WW à un moment donné, il y a quelques années, parce qu'on dit on voulait plus mettre l'accent autour du poids. Donc, on a mis l'accent vraiment sur autre chose, l'acceptation corporelle dans l'air du temps. Et là, maintenant, c'est vraiment les approches. On veut définir l'obésité comme une maladie, selon ce que dit l'OMS. Puis à partir du moment que c'est une maladie, on arrive avec la science médicale, donc médication, chirurgie bariatrique, alors qu'on a tendance à délaisser les autres approches qui sont tout simplement de modifier ses habitudes de vie. Il y a énormément de lobbying aussi de l'industrie pharmaceutique là-dedans pour viser le remboursement de ces nouvelles approches-là. Et on devrait oui, j'avais pas pensé, parce qu'à partir du moment où c'est une maladie, si c'est une maladie, tu prends un médicament, pour une maladie, ben là, t'as compagnie d'assurance, puis tout ça, puis même la société devrait te rembourser. J'avais pas pensé à ça. Ben exactement. Alors que pour moi, l'obésité, c'est aussi un facteur de risque d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de glycémie élevée, prédiabète, diabète de type 2 également. Fait que c'est vraiment comme un peu controversé parce qu'il y en a qui sont oui, c'est une maladie, puis il y en a non, c'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Et le traitement de l'obésité varie selon l'approche qu'on en fait. Fait que si c'est une maladie, ben là, ça va être l'approche, ben c'est une maladie, on se déresponsabilise un peu. C'est la génétique. Je suis en excès de poids, donc à ce moment-là, ben ça va être la médication ou encore la chirurgie bariatrique. Alors que si c'est un facteur de risque, on va modifier, on va travailler les habitudes de vie parce qu'on va avoir un impact non seulement sur le poids, mais également sur les autres enjeux là qui sont reliés à l'excès. Parce que l'obésité, c'est quoi? C'est l'excès de graisse corporelle. Là. Voilà. Mais tu sais, je te parle, tu parles, je t'écoute, et j'ai en tête cette image qui circule beaucoup sur les médias sociaux de ces temps-ci. On voit une plage aux États-Unis dans les années 60, et il n'y a pas une seule personne obèse sur la plage. Ouais. C'est plein de gens en bikini, et tu mettrais aujourd'hui une image aux États-Unis. Donc, il n'y a pas tout d'un coup où les gens sont devenus obèses. Il n'y a pas eu une mutation génétique tout d'un coup. Oui, Sybelle? J'aimerais ça vous montrer quelque chose, justement, sachant votre sujet. Jean-Philippe, s'il te plaît, l'image du cosmopolitain. Ah ouais. Qui circule. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent. Décris-la pour les gens qui nous écoutent à la radio. Donc, c'est une femme qui fait du yoga. C'est une femme noire qui est quand même avec un certain poids. Là. Je dirais qu'elle est en embonpoint, mais elle a l'air très flexible. Et c'est cosmopolitain et c'est écrit « Ceci est santé ». Voilà. Et je suis pas en train de dire que la personne n'est pas en santé du tout, là, mais on le sait pas, mais par contre, ça envoie une image que le surpoids peut être considéré comme quelque chose de santé. Ah oui, c'est tout un débat, ça. J'adore ça que tu aies cette image-là. C'est vraiment le reflet de notre société. Health at every size. Fait que la santé, peu importe ton poids. Alors là, il y a aussi deux courants de pensée parce que effectivement, tu peux avoir un excès de masse adipeuse et tu peux ne pas avoir de problème de diabète, de cholestérol, d'hypertension, puis tu regardes ton résultat sanguin, je suis en santé. Mais il peut avoir de l'inflammation de bas grade, ça c'est de plus en plus rapporté dans la littérature, qui elle est sournoise et qu'on ne voit pas dans le bilan sanguin, mais qui a des conséquences à long terme sur la santé. Donc, oui, c'est un facteur de risque. Ça se peut qu'il n'y ait pas de problème de santé avec le surpoids, mais à long terme, on se questionne réellement justement Excellente sur réponse. de cette inflammation-là. Très intéressant, très intéressant. Donc, tu nous as identifié 5 possibilités là, de régime. Méthode classique, régime hypocalorique, le jeûne intermittent, l'alimentation intuitive, la médication et la chirurgie bariatrique. Donc, médication, chirurgie, on les connaît. Parle-moi plutôt du jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, le jeûne intermittent, c'est quand même prometteur. On a des effets surtout sur la santé métabolique. Baisse la tension artérielle, une meilleure maîtrise de la glycémie. Quand on regarde la perte de poids, c'est pas spectaculaire comme résultat. La perte de poids du jeûne intermittent sur 12 semaines, d'après les études qu'on a chez l'humain, parce qu'avant, on avait juste des études dans des modèles animaux, on parle de 3 à 8% de perte de poids par rapport au poids corporel sur 12 semaines, sur 3 mois.
Ça veut dire que si je pèse 250 livres, j'aurai une perte entre 6 et 20 livres sur 12 semaines, donc entre 2,5 livres et 6 livres par mois. Fait que c'est une perte de poids modeste. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas dans les pertes de poids qu'on va avoir sur l'Ozempic, par exemple. Mais c'est peut-être mieux, justement, que ce soit plus raisonnable, que ce soit plus modéré, mais que ce soit maintenu sur le long terme. Voilà. Les gens, l'approche, même résultat que l'approche hypocalorique. Quelqu'un, par exemple, nos besoins énergétiques sont d'environ 2000 calories par jour. On dit, bon, on va faire un régime à 1500, je vais perdre une livre par semaine ou une demi-livre à une livre par semaine. Ça fonctionne aussi. Le jeûne intermittent, c'est à peu près la même perte de poids. Ce que les gens apprécient, c'est qu'on n'a pas de calcul. Tu sais, on n'a pas besoin de peser, mesurer. On n'a pas besoin de calculer les calories. On fait juste manger dans une fenêtre de temps limitée. Donc, le 16-8, c'est la méthode la plus fréquente. On va jeûner 16 heures, manger dans une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Il y a le 5-2 aussi. On mange librement pendant 5 jours dans la semaine. Et durant 2 jours, on fait ce qu'on appelle un jeûne modifié. Et là, c'est manger... Ben, on calcule pas les calories, mais dans ce cas-là, oui, parce qu'on mange 500 calories par jour les 2 journées de jeûne modifié. Grosso modo, c'est des protéines avec des légumes sur le repas du midi et du soir. Et tout ça va amener une perte de poids modeste, amélioration de la santé métabolique, et les gens apprécient parce que c'est facile, on ne dicte pas quoi manger, on n'a pas, on fait juste dire. Il n'y a pas d'aliments interdits. Voilà, il n'y a pas d'aliments interdits. Mais, ceci dit, le soir, quand il faut arrêter de manger à 19h, par exemple, c'est souvent le soir qui est la principale problématique parce que les gens ont tendance à grignoter devant la télé. Et c'est le soir où, après 30 ans de clinique privée, je voyais les gens manger leurs émotions, manger non sans faim réelle, mais manger parce que justement c'est l'habitude. J'écoute mon émission, j'écoute mon émission et je grignote. Ça m'apaise de manger, donc voilà. Et tout ça, ça peut faire une différence. On coupe assurément des calories en faisant le jeûne intermittent là. Moi, j'ai une solution pour tout le monde. Si vous voulez perdre du poids, allez faire Sortez-moi d'ici au Panama. Vous allez manger du riz des fèves pendant 3 semaines. Vous allez voir, vous allez en perdre du poids. Comme Brigitte Lafleur. Moi aussi. Oui. Hey, je t'embrasse. Merci, ma belle Isabelle. Merci Cybèle. Merci Hugo Veilleux, journaliste à la recherche. Merci Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Merci à vous d'être là, fidèles. À demain. Kid.